Bancal, passionnément comme toi. Beaucoup comme toi. Vraiment à la folie comme toi. Pas du tout comme toi. Bancal, un peu comme toi. Bienvenue dans l'émission Bancal s'intéresse à la protection de l'enfance. Je suis Beryl et je suis en direct du festival Nos Futurs à Rennes avec le média Bancal. Bancal, un peu comme Nos Futurs, s'intéresse aux problèmes que rencontrent les jeunes et à leurs questionnements. Bancal est un média créé cette année pour que les jeunes puissent s'exprimer à travers des récits positifs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bérénice qui commencera en nous faisant un portrait de Brandon Gondouin. Brandon Gondouin est un jeune designer qui pourrait changer la vie de beaucoup de jeunes enfants placés. Dans un second temps, Ezra interviewera Céleste, Loïc, Océane et Étienne, d'anciens jeunes placés, maintenant adultes, qui nous parleront un petit peu de leur parcours et de leur ressenti face à Bagages. Pour conclure, Loane nous parlera d'une bande dessinée jeunesse, Max et Lily. La copine de Lily est en famille d'accueil. Bérénice, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de Brandon Gondouin et de son projet Bagages ? Oui, tout à fait, Beryl. Aujourd'hui, je vais vous présenter Brandon Gondouin et son projet Bagages, lauréat du concours Déclic Jeune 2022. Brandon est diplômé d'un master en innovation sociale, santé et sociale. Aujourd'hui, Brandon Gondouin est designer freelance. Il fait de la création et de l'accompagnement de projets sociaux. Il est aussi entrepreneur avec son projet Bagages et en lien avec le centre éducatif de Tréméac. Il est aussi designer de services publics en étant directeur de projet pour la région Île-de-France. Brandon m'a expliqué ce qu'est un designer social. Déjà, qu'est-ce que le design ? C'est une méthode pour intégrer les usagers dans la conception de produits et de services. Le designer social, son rôle, est de faire du design une cause sociale et d'intégrer les usagers dans les projets à impact sociaux. Pour Brandon, lors de son projet de fin d'études, il a choisi la protection à l'enfance comme cause sociale. Je vous laisse écouter un extrait de l'interview que nous avons fait avec lui sur son choix. J'ai choisi de travailler sur la protection de l'enfance pour plusieurs raisons. La première, j'étais dans un master en innovation santé et sociale, et moi, c'est plutôt le champ social qui m'intéressait. J'ai aussi choisi ce sujet parce que j'avais été animateur pendant les étés et j'adorais travailler avec et pour les enfants. Donc je me suis dit, est-ce que je peux faire un truc en lien avec l'enfance, avec le monde du social ? Et puis j'avais fait mon premier stage dans un chantier d'insertion sociale qui s'appelle Happy Up à Cap-Breton, et c'était un peu une révélation pour moi ce stage, puisque je me suis rendu compte que je pouvais avoir un impact social, pas seulement dans la finalité de ce que je concevais, mais aussi dans la manière de le concevoir. Donc c'est quelque chose que je voulais remettre dans mon projet. Et puis le dernier élément, et peut-être le plus important qui m'a fait choisir la protection de l'enfance comme sujet, c'est que quand j'étais petit, j'ai eu une nourrice qui s'est occupée de moi et qui a accueilli son petit-fils qui était placé chez elle pendant des années. Et en fait, pendant des années, j'ai rien pu faire pour aider ce jeune et ma nourrice. Et donc pour moi, ce projet de fin d'études, c'était l'occasion pour moi de travailler pour eux. Et en étant placé chez sa grand-mère, il était confié à la protection de l'enfance. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de traiter ce sujet. Brandon, lors de son master, a écrit un mémoire qui s'appelle « Ce n'est pas chez toi ici », avec comme thématique « Comment se sentir chez soi lorsqu'on est déplacé ». En faisant ses recherches sur la protection de l'enfance, Brandon cherchait un point commun avec plusieurs jeunes sur lesquels il pouvait travailler. Pour beaucoup, les jeunes placés sur le assez long terme connaissaient plusieurs lieux de déplacement. Brandon s'est donc posé la question: comment se sentir chez soi lorsqu'on vit à plusieurs endroits, des endroits que les jeunes n'ont pas choisis et qui ne sont pas forcément familiers.
Le titre « Ce n'est pas chez toi ici » est un peu provocateur volontairement. C'est une phrase que certains jeunes ont relatée à Brandon avoir entendue. Parfois, quand ils font des bêtises au foyer, on leur dit cette phrase pour prendre soin des lieux. Brandon trouve que cette phrase est très forte, car si les jeunes sont placés dans les structures, c'est qu'ils ne peuvent pas être bien chez eux et que l'enjeu d'accueillir ces jeunes le mieux possible dans les différents lieux de placement pour que justement ces lieux de placement soient chez eux. Brandon a lancé son projet en 2019 nommé Bagage. Je vous laisse écouter Brandon expliquer ce qu'est Bagage. Bagage, c'est du mobilier et des ateliers qui ont pour but d'aider les jeunes à se sentir chez eux malgré les placements et les déplacements. Donc le mobilier, c'est la première partie. C'est un mobilier, donc c'est un petit caisson de rangement qui est transportable et qui appartient aux jeunes. L'enjeu, c'est que un jeune placé à la protection de l'enfance puisse y ranger ses affaires, les conserver et les emmener avec lui quand il déménage. Il y a un enjeu de garder une trace de son histoire et qu'il arrive quelque part, qu'il soit pas juste dans une chambre mise à sa disposition, mais qu'il arrive vraiment avec ses meubles et qu'il soit dans une logique d'aménagement aussi de son espace par rapport à ce que lui apporte dans cet espace-là. Donc le mobilier ne suffit pas. Il y a des ateliers qui ont été pensés en parallèle, des ateliers à différents endroits. Les premiers ateliers, moi c'était essentiel que le mobilier puisse être monté par les jeunes eux-mêmes, parce que c'est un temps d'échange en fait entre le jeune et ses accueillants, que ce soit une famille d'accueil ou des éducateurs. C'est OK, on prend le temps ensemble de monter les meubles. Et une fois que le jeune a ses meubles ou ses modules, quand il arrive quelque part, on envisage aussi d'avoir des ateliers pour aider le jeune à dire comment est-ce qu'il aimerait aménager sa chambre et prendre le temps d'aménager sa chambre. Et sur ça, on a en tête un outil qu'on n'a pas encore développé, mais un petit outil assez simple avec potentiellement un peu sous la forme d'un jeu. Donc l'enjeu, c'est vraiment de créer les conditions pour une installation réussie pour ce jeune. Lors de son projet, Brandon a échangé avec les jeunes de Tréméac. Voici un extrait de Brandon expliquant comment les jeunes ont participé à ce projet. Il y a eu plusieurs échanges avec les jeunes de Tréméac. Au tout départ, lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de faire des entretiens avec plusieurs d'entre eux qui ont pu me raconter comment ils se sentaient, est-ce qu'ils se sentaient chez eux là où ils étaient. Je suis pas rentré dans le détail de leur vie, c'était pas l'objectif. Moi, ce que j'essayais de comprendre, c'était comment est-ce que je pouvais les aider à se sentir chez eux. Donc, on a eu des entretiens, j'ai eu plusieurs dizaines d'entretiens avec des jeunes pour comprendre. Donc ça a été la première partie. Ensuite, on a fait des ateliers où je leur ai dit, Bagage, ça ressemblerait un peu à ça. Comment est-ce que vous l'utiliseriez? Est-ce que vous imaginez d'autres choses? Et là, les jeunes m'ont donné plein d'idées dont je me suis resservi pour la suite. Et puis la dernière étape où on a impliqué beaucoup les jeunes, c'est on a fait plusieurs prototypes qu'on leur a mis à disposition à certains jeunes et sur lesquels ils nous ont fait des retours qui nous ont permis d'envisager des deuxièmes prototypes qui sont en cours, qui prennent en compte les retours des jeunes et des travailleurs sociaux. Donc voilà un peu comment on a intégré les jeunes dans le projet, parce que c'est essentiel, c'est avant tout pour eux qu'on travaille. Et puis on a aussi échangé avec d'anciens jeunes placés qui eux avaient un peu aussi le recul sur leur parcours d'une certaine manière. La version 2 de Bagage est en route avec quelques modifications, comme agrandir le cube pour pouvoir accueillir en format A4. Il existera 3 versions du cube, un de 35 x 35 cm, 2 fois la taille en hauteur et 3 fois la taille en hauteur. Ils seront réalisés soit en bois, soit en tôle et bois, avec comme accessoire une porte qui peut se fermer à clé. Il y a aussi un tapis en feutre pour transporter le meuble et permettre les jeunes de le disposer où ils veulent. Et ils peuvent s'en servir pour accrocher des photos, par exemple. Bagage est toujours en développement en ce moment. Je vous laisse un extrait de Brandon qui va vous expliquer les besoins de concrétiser Bagage. Pour concrétiser Bagage, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de trouver déjà des fabricants qui sont en mesure de fabriquer Bagage et de répondre au cahier des charges avec les notions de solidité, de durabilité, de transportabilité, de facilité de montage et d'éco-conception.
Et puis, une fois cette première difficulté passée, l'autre enjeu sera de trouver les réseaux, les partenaires et les réseaux de diffusion pour pouvoir vendre Bagage finalement, donc, et en faire bénéficier les jeunes le plus possible. Et donc là, il y aura un enjeu d'équilibre économique à trouver. Donc déjà, trouver les partenaires pour le fabriquer, puis trouver les moyens de pouvoir le fabriquer pour le livrer. Donc il y a tout un enjeu logistique derrière ça. Et puis après, et en parallèle d'ailleurs, des enjeux économiques et sur lesquels c'est un peu les grands défis Bagage va devoir faire face dans les prochaines semaines, les prochains mois et sur lesquels on serait ravis d'avoir de l'accompagnement. Merci beaucoup Bérénice pour cette présentation de Brandon Gondouin et de nous avoir un peu plus éclairé sur ce qu'est Bagage. Si le projet vous intéresse et si vous voulez soutenir Brandon Gondouin, vous pouvez aller sur son LinkedIn. Maintenant, Ezra, qui est à nos côtés, va interviewer Océane, Céleste, Étienne ainsi que Loïc, d'anciens jeunes placés, maintenant adultes, qui vont un petit peu nous parler de leur parcours et de leurs impressions et réactions face à ce qu'est Bagage. Ezra, je te laisse la parole. Alors en effet, Béryl, je suis avec nos invités, Océane, Loïc, Céleste et Étienne, donc au sujet des enfants placés en famille d'accueil et également en foyer. Suite au portrait de Brandon qu'a fait ma collègue Bérénice, quels sont vos avis à ce sujet ? Oui. Pour ma part, je trouve que c'est un bon projet parce que ça permet d'avoir un ancrage dans le placement qui est quand même vachement difficile à avoir. Et globalement, je pense que c'est une excellente idée pour ces enfants placés qui n'ont pas trop de chance quand même et qui n'ont rien à eux. Je trouve que c'est quelque chose de bien, globalement. Je vous laisse passer le micro. Alors, mon avis, a priori, est plutôt positif également. Je te rejoins, Loïc, sur l'idée d'un ancrage, d'une permanence au fil de tous ces changements surprenants. Voilà. Alors moi aussi je trouve l'idée plutôt intéressante, même si je peux émettre quelques réserves sur le fait qu'un ancrage, est-ce que ça peut être un meuble ou un objet, surtout dans un monde où les problèmes d'ancrage c'est plutôt la famille. Pour ma part, je trouve que c'est quand même une super idée parce que pour avoir fait plusieurs familles d'accueil, c'est vrai que les meubles, ça nous permet de nous sentir vraiment chez soi. Et c'est important de se sentir chez soi quand on n'a pas de chez soi finalement. Merci beaucoup. Par rapport au projet Bagage, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'avoir ces meubles justement ? Céleste ? J'ai pas compris la question, pardon. Par rapport au projet Bagage, du coup, est-ce que ça vous aurait apporté quelque chose ? Un contenant supplémentaire pour pouvoir transporter les affaires. Pour moi, c'était un peu différent parce que j'ai pas eu un placement où j'ai beaucoup bougé, mais je pense que ça aurait pu être un sac qui m'appartient parce qu'en fait, les sacs que j'avais, c'est des sacs de mes grands frères ou des gens, enfin, n'importe qui, mais pas les miens. Et du coup, ça aurait été un effet personnel en plus, je pense, et ça aurait été pratique au quotidien. J'ai pas trop entendu en fait la question, excusez-moi. Tu peux la répéter ? C'était par rapport, qu'est-ce que ça vous aurait apporté dans votre parcours ? Effectivement, oui, un bagage supplémentaire, parce que c'est vrai que quand on a plein de trucs à déménager, on a toujours besoin de contenants. Mais surtout quelque chose qui nous appartient, parce que c'est vrai que la plupart des sacs, par exemple, que je peux avoir, c'était à mon ancienne famille d'accueil, mais ils ne sont pas réellement à moi. Et le fait d'avoir vraiment un meuble qui nous appartient, je trouve que ça a une grosse signification. Et en fait, on en prend beaucoup plus soin peut-être aussi, puisque c'est à nous, donc on veut absolument le garder. Donc je rejoins l'avis de ma comparse. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui nous appartient, surtout pour des jeunes placés. Après, dans mon cas, comme j'ai été uniquement en foyer, le fait de posséder des meubles était interdit. Donc ça ne m'aurait pas été vraiment utile, mis à part d'avoir quelque chose à moi. Okay.
Merci beaucoup. Alors on sait que les enfants placés sont souvent amenés à se déplacer, à changer plusieurs familles d'accueil et de foyers, comme le disait Océane précédemment. Avez-vous été amenés justement à faire beaucoup de déplacements à ce sujet et quel a été votre parcours justement concernant vos déplacements ? Loïc ? Moi, comme je disais, du coup, j'ai eu un placement où je suis resté assez statique. Mais il y avait quand même des visites régulières chez les parents ou chez le juge, etc. Ou même ailleurs, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et c'est vrai que on était amené quand même régulièrement à bouger. En fait, on a un peu trimballé, on n'a pas trop notre mot à dire aussi. C'est ce truc-là on est un peu bloqué. On n'a pas trop le droit de refuser parce qu'un enfant, on l'écoute pas. Malgré tout ce qu'on dit, les services sociaux et malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire, c'est jamais suffisant. Et ouais, on était tout le temps amené à se déplacer, quoi. Donc, pour ma part, ça devait être, 2-3 fois par semaine. Mais pas pour des raisons que j'avais choisies moi. C'était des trucs qui m'étaient imposés dû au placement, quoi. Alors, pour ma part, j'ai vécu 15 ans dans une famille d'accueil dont je suis partie assez précipitamment. Et justement, à ce moment-là, le bagage aurait servi à prendre quelques affaires supplémentaires. D'autant plus qu'ayant été placée assez tôt, j'imagine que j'ai développé des espèces de carences affectives qui m'ont fait transférer sur des objets. Et donc voilà, la perte a été un peu douloureuse. Alors, pour ma part, effectivement, lors de mes placements, j'étais amené à bouger, y compris à grande distance. C'est-à-dire que je suis parti à un moment des Bouches-du-Rhône pour aller en Lorraine. Donc, c'est pas mal. Effectivement, ça peut être utile d'avoir ce genre de bagage, si j'ose dire. Sauf que il n'y a pas vraiment de chaîne logistique à l'ASE, je pense qu'on est tous d'accord. C'est-à-dire que ça se passe bizarrement. Personne ne sait exactement comment ça se passe. C'est un éducateur SP, c'est pas un éducateur SP, c'est quelqu'un, on ne sait pas. On ne sait pas quel véhicule, on ne sait pas comment ni quoi. Donc effectivement, parfois, la seule chose qu'on peut emporter, c'est une valise. Et ce genre de meuble peut être intéressant, sauf qu'on peut être amené à l'abandonner en fait. C'est vrai que du coup, comme le disait Loïc, j'avais eu une famille d'accueil dans laquelle je suis restée très longtemps. Après, c'est vrai que j'avais eu différentes familles relais, du coup. Et ensuite, après cette famille d'accueil, j'ai eu différentes familles d'accueil, puis foyer. Et c'est là que ce bagage aurait eu une importance, en fait, puisque je me sentais pas chez moi, étant donné que je suis pas restée longtemps chez ces familles-là. Là où le bagage n'aurait pas eu son importance si j'avais été très longtemps encore chez la première famille d'accueil. Après, comme le dit Étienne, c'est sûr que des fois on ne peut pas tout emmener. J'ai laissé des affaires dans ma première famille d'accueil, dans la deuxième, dans la troisième. Enfin, je me suis un peu éparpillée dans toute la France finalement. Et sans doute ce bagage, je l'aurais oublié, mais j'aurais peut-être eu le moyen de le récupérer par un autre moyen. Voilà. Merci beaucoup. On a un peu dépassé le temps, donc je vais surtout revenir à la question la plus importante. Est-ce que vous avez eu des meubles dans votre parcours ? Et si c'était le cas, est-ce que vous avez reçu une aide financière par l'ASE ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que justement vous avez dû financer par vos propres moyens ? Vous avez fait peut-être des demandes d'aide pour en avoir d'occasion ou peut-être des neufs. Comment ça s'est passé ? Pour ma part, l'ASE n'a pas trop aidé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on a des demandes, ça prend beaucoup de temps. En fait. C'est qu'on doit passer par d'abord la famille d'accueil, ensuite un référent, ensuite le supérieur du référent, et puis ça prend du temps. Donc en fait, on peut demander des aides, ça prend beaucoup de temps, et finalement, on se retrouve juste à les acheter parce que c'est beaucoup plus rapide et qu'on en a besoin sur le moment, quoi. Et du coup, non. Pour ma part, c'était autofinancé, j'ai travaillé, je l'ai chopé, puis voilà, c'est tout. Je suis désolée de vous interrompre, chers invités, mais la régie m'informe qu'on est un petit peu en train de dépasser le temps. Du coup, est-ce que vous pourriez faire des réponses un petit peu plus courtes pour qu'on soit dans les temps ? C'était juste pour vous informer, du coup.
Alors, même constat que Loïc, de demander des aides financières à l'ASE, c'est kafkaïen. Et donc, voilà, j'ai reçu des aides extérieures. J'ai eu pas mal de chance à ce moment-là. Vas-y, je t'en prie. Alors, même constat, effectivement, pour avoir des aides de l'ASE, il faudrait les demander à 12 ans pour les avoir à 18 ans. Et du coup, je n'ai rien eu, une tape dans le dos, et j'ai dû tout acheter avec mes premiers salaires. Pareil, hein, si on veut des aides financières, il faut s'y prendre très tôt à l'avance. Donc premier salaire, premier meuble, et puis j'ai croisé les doigts pour pouvoir louer un meublé que j'ai eu, heureusement. Mais sinon, j'aurais été SDF pendant un petit moment, je pense. Merci beaucoup à vous et d'être venu nous rejoindre pour ce live. Je reprends un peu la parole pour vous dire également que j'ai été placée en famille d'accueil et que le projet Bagage de Brandon Gondouin aurait été très bénéfique pour moi, étant donné que, en ayant quitté ma famille d'accueil, je n'ai pas pu avoir de meubles pour moi-même et j'aurais beaucoup aimé en bénéficier. Beryl, je te laisse la parole. Ok, ça marche. Du coup, moi aussi, j'ai été placée en foyer et en famille d'accueil. Et pour le coup, je pense que Bagage aurait pu m'apporter un ancrage affectif et m'aider pour la suite. Et peut-être, comme l'ont dit nos invités, me faire un premier meuble. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique qui a été soulevée avec la dernière question. C'est le fait qu'une fois adulte, il y a quand même un quart des anciens jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance qui se retrouvent à la rue. Et c'est quand même un chiffre assez alarmant. Et de ce fait, je me dis que les meubles, c'est chouette, mais bon, après, Brandon Gondouin peut pas changer les politiques actuelles. Mais c'est vrai que c'est quand même des chiffres qui sont assez alarmants, mais je trouve quand même son initiative en tant que designer excellente. C'était mon point de vue personnel. Merci beaucoup, Beryl. Donc, merci à toi, Ezra. Merci à nos invités ici présents. Donc, il y a Loïc, Céleste, Étienne et Océane d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vraiment, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons donc accueillir Loane qui va nous faire une chronique sur la bande dessinée Max et Lily. La famille de Lily est en famille d'accueil. Bonjour Loane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette bande dessinée ? Alors bien sûr, je vais vous parler de la BD La copine de Lily est en famille d'accueil. Et sortie en 2017, elle a été écrite par Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch, l'illustrateur Serge Bloch. Alors commençons par parler de Dominique qui, après des études en sociologie, a été journaliste à Strapi, donc qui est un magazine bimensuel de 7 à 11 ans pour la jeunesse, techniquement. Elle écrit des scénarios pour donner la parole aux enfants et traduire leurs émotions. Elle a enquêté et écouté beaucoup de jeunes, dont ses 2 fils qui sont ses premières inspirations. Et aujourd'hui, Dominique lutte pour les causes contre la maltraitance et la souffrance psychique. Et aujourd'hui, elle est marraine de l'œuvre Falray, prix de la Fondation pour l'enfance. Serge Bloch, lui, c'est le créateur de Max et Lily. Il illustre pour la presse internationale l'édition. Serge est un observateur plein d'humour c'est aussi un maître de la mise en scène excusez-moi. Sinon, tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'histoire de cette bande dessinée. Ah oui, le sujet de celle-ci part d'un enfant placé en famille d'accueil, séparé de ses parents problématiques. Ça montre que dans ce genre de situation, il peut se sentir révolté, abandonné et parfois adulte bien trop tôt. Dans l'histoire, on apprend que Lily doit faire un exposé avec une nouvelle dans sa classe, appelée Mathilda,
qui est en famille d'accueil mais qui n'ose pas le dire par peur d'être moquée par les autres élèves. Au début, on voit que Mathilda, c'est une enfant assez colérique qui précise plus tard que son père était alcoolique et violent et que sa mère n'était plus en capacité de s'occuper d'elle. Lily, elle parle du problème de Mathilda à son frère Max et à ses deux amis Nina et Jérémy qui tous les deux, eux aussi, ont eu des problèmes de famille. Ensemble, ils aident Mathilda à ne plus avoir honte de son secret et ils lui apprennent que ce n'est pas de sa faute si elle a été mise en famille d'accueil. Et à la fin de l'histoire, pendant son anniversaire, Mathilda, qui a plus confiance en elle, a la chance de passer du temps avec sa mère biologique. Voilà que l'histoire se finit plutôt bien. La réflexion de cette histoire, c'est de comprendre que ce n'est jamais la faute du jeune s'il est placé en famille d'accueil, s'il est séparé de ses parents biologiques peut-être C'est ça que tu voulais dire? Attends. Ce que je voulais dire, c'est la réflexion, c'est que ce n'est jamais la faute du jeune si ses parents vont mal. Il faut qu'il accepte sa nouvelle vie dans sa famille d'accueil jusqu'à que les choses vont mieux. Pour en finir, mon avis sur cette BD, c'est qu'elle est plutôt bien, même si c'est bien sûr pour les enfants, adultes ou pas, on comprend quand même le sujet. Ça nous apprend que tous les jeunes n'ont pas la chance d'avoir des parents aimants et fonctionnels et que certains peuvent se sentir coupables d'être dans cette situation. Or qu'en réalité, c'est pas de leur faute, c'est juste leurs parents qui font de mauvais choix et que oui, la vie n'est pas parfaite. Il y aura toujours des hauts et des bas et c'est normal quoi, c'est la vie, on n'en a qu'une et on ne peut pas changer le passé. Donc il faut apprendre à accepter ces différences et ce qu'on nous réserve. Et comme dit la BD, on peut devenir plus fort quand on a souffert. Voilà. Merci Loane pour ce message de résilience, parce qu'en fait on peut apprendre à vivre avec son passé, vivre avec ses traumatismes, etc. Et je trouve que c'est plutôt un beau message. Et il y a un truc qui est soulevé dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, vivre en famille d'accueil ou avoir vécu en famille d'accueil ou en foyer, c'est vivre en fait avec des stéréotypes, des préjugés qu'on a internalisés. Et je trouve que cette bande dessinée le soulève un petit peu aussi. Et c'est plutôt intéressant. On arrive maintenant à la fin de notre émission. Donc je voulais d'abord remercier Bérénice, Ezra et Loane, nos chères chroniqueuses, et puis nos invités, Loïc, Océane, Étienne, ainsi que Céleste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à tous nos intervenants qui nous ont permis de réaliser cette émission. Donc merci à l'animateur et formateur radio Pierre-Louis Dupré, au journaliste Nicolas Legendre ainsi que Nicolas Legendre ainsi que Pierre Joly, je crois que j'avais la bonne dès le début, et Stéphane Pougnant qui est en régie, ainsi que toute l'équipe de Tout à Tout et tous les autres jeunes en formation préqualifiante. Nous étions en direct du festival Nos Futurs à Rennes. Je vous y invite à faire un tour et à y retourner l'année prochaine. À bientôt!